bienvenue à cette visioconférence. Je suis Marine de Guglielmo-Weber, chercheuse au programme Climat, Énergie, Sécurité de l'IRIS. Je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde consacrée donc au dernier numéro de la RIS, donc la revue internationale et stratégique. Dernier numéro qui est sorti avant-hier et qui s'intitule Géopolitique du basculement. Ce numéro, qui a été dirigé par Julia Tass et par moi-même, vient constituer, avec 2 numéros précédents de la RIS, un triptyque consacré aux enjeux écologiques, climatiques, énergétiques, et à la manière dont tous ces enjeux peuvent reconfigurer les relations internationales et, à l'inverse, à la manière dont ces relations internationales viennent reconfigurer donc, ces enjeux écologiques, climatiques et énergétiques. Donc, il y a d'abord eu, à l'hiver 2021, la sortie d'un numéro intitulé Géopolitique de la nature, un numéro qui avait été dirigé par Bastien Alex et Olivier de France, qui posait à l'époque la double question de la nature comme objet de la géopolitique, mais aussi comme potentielle actrice de la géopolitique. Et puis, à l'hiver 2022, on a eu un autre numéro consacré cette fois à la géopolitique de la sobriété. Et donc, ce numéro, tout d'abord, il mettait en lumière la nécessaire sobriété, tant vis-à-vis de la réalité des dépendances stratégiques autour des approvisionnements énergétiques, que de la réalité des changements climatiques qui sont induits par nos modes de consommation actuels de l'énergie et plus généralement de l'ensemble des ressources naturelles qui sont aujourd'hui en train de s'épuiser. Donc dans ce numéro, on s'était déjà posé la question de la compatibilité, ou plutôt de l'incompatibilité entre nos modèles de développement et les limites planétaires. Et donc, dans ce 3e numéro, consacré à la géopolitique du basculement, on souhaitait vraiment tirer plus avant le fil de cette interrogation, notamment à la suite de la forte dégradation des conditions climatiques qui s'est manifestée cette année. Et on a vraiment souhaité se demander dans quelle mesure on peut dresser le constat d'une inadéquation entre le système monde qui est capitaliste, extractiviste, mondialisé, et puis le système Terre. Et deuxième question qui en découle naturellement, puisque on est avant tout un institut de relations internationales, on voulait se poser la question des conséquences géopolitiques et sécuritaires de cette inadéquation, donc encore une fois, entre système-monde, donc le système en fait des sociétés humaines et des relations internationales, et système Terre. Et donc, pour répondre à cette question-là, on a mobilisé une dizaine de contributions. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous 4 contributeurs et contributrices de ce numéro. Donc, nous avons tout d'abord Julia Tass, qui est directrice du programme Climat, Énergie et Sécurité de l'IRIS, qui est spécialisée sur les affaires maritimes et sur l'océan, d'un point de vue géopolitique et des relations internationales, et puis qui a co-dirigé ce numéro. On a ensuite Régis Bridet, qui est attaché temporaire d'enseignement et de recherche au CNAM, qui est historien, et qui travaille sur l'expertise et les politiques environnementales en lien avec les questions de pollution atmosphérique depuis 1945. Il enseigne par ailleurs l'histoire des sciences et des techniques, l'histoire environnementale et la médiation scientifique. On a également Julie Trottier, qui est directrice de recherche au CNRS, à l'unité PRODIC. Elle donne le cours Critical Political Ecology of Water dans le master sur les politiques environnementales à Sciences Po Paris. Et puis enfin, Yamina Saeb, qui est chercheuse à l'OFCE, donc l'Observatoire français des conjonctures économiques. Elle est également autrice du rapport du GIEC et plus précisément, elle a fait partie du 3e groupe de travail sur la réduction des émissions et elle est également docteure en énergétique. Donc nous aurons un premier temps de réflexion avec ces contributeurs et ces contributrices d'environ 45-50 minutes. Et puis, on pourra par la suite avoir un temps d'échange avec les questions du public d'une 20aine de minutes à la toute fin. Donc j'encourage vraiment toutes celles et ceux qui auraient des questions à les écrire au fil de l'eau sur le chat qui accompagne la visioconférence. Et puis, on tentera d'y répondre à la fin des interventions des différentes intervenants.
intervenantes. Je vais peut-être commencer par une question à Julia Tass, puisque Julia Tass, vous avez été partie prenante de l'élaboration et de la réflexion sur ce numéro. Donc peut-être un peu pour commencer sur des éléments de contexte et puis des éléments de définition. Comment est-ce que vous avez appréhendé et défini le concept de basculement, qui a été le fil rouge vraiment de ce numéro. Et puis, peut-être dans un deuxième temps, vous pourrez nous dire comment vous l'avez lié de manière plus spécifique à la question de l'incertitude scientifique dans le cadre de votre contribution personnelle. Oui, merci. Donc peut-être pour revenir sur le contexte, et j'essaierai d'être assez rapide parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs l'ont en tête, ce contexte. Euh, on s'est posé la question du basculement, je pense, notamment parce que à l'IRIS, on travaille énormément sur les liens entre bouleversements environnementaux et géopolitique. Et en fait, on travaille en particulier, il y a un de nos axes de travail qui est d'étudier les ressorts géopolitiques qui sont activés par les changements climatiques. Et on s'aperçoit au fil de notre travail, au-delà des horizons relativement négatifs qu'on peut avoir, que ces changements climatiques ne provoquent pour l'instant, d'un point de vue politique, ils provoquent davantage de réactions que d'anticipation dans la mise en place de politiques publiques. Dans la manière de penser les choses, il peut y avoir une anticipation, mais dans ce qui est fondamentalement mis en œuvre, c'est davantage du réactif de la préparation et de l'anticipation. Et alors là, c'est un point de vue très personnel, mais j'imagine que finalement, cette prise de conscience d'une forme d'aveuglement ou de volonté de ne pas voir par certains décideurs politiques, de ne pas agir, c'est une des questions qui a sous-tendu ce numéro. Pourquoi est-ce que finalement le risque d'agir face au changement climatique, il paraît plus important pour certains décideurs politiques que le risque de basculer? Est-ce que c'est une faute de connaissance? Est-ce que c'est faute de cadre de pensée adapté? D'où vient cette incohérence qui a été mentionnée en introduction entre la manière d'agir d'un point de vue politique et économique et l'ensemble des connaissances scientifiques qui alertent quand même depuis une cinquantaine d'années sur ce qui peut se passer. Ensuite, un autre élément de contexte, ça a été évidemment la manière dont les changements climatiques se sont manifestés au niveau du continent européen et en particulier au niveau de la métropole française ces 2 dernières années. Euh, Finalement, le fait que toujours davantage les politiques prennent conscience, peut-être dans leur chair, des impacts du changement climatique, mais que là encore, il n'y ait pas d'action politique de grande envergure qui soit mise en place. Et puis, cette année 2023, elle a été très marquante d'un point de vue climatique et environnemental, à tel point que Antonio Guterres parlait en septembre 2023, début septembre, d'un effondrement climatique. Et ce terme d'effondrement, il est utilisé parfois un peu en équivalent au terme de basculement. La Une du Monde, pour faire référence à cette mention du terme effondrement par Antonio Guterres, avait parlé de basculement. Donc nous, on s'est aussi interrogé sur la différenciation entre effondrement et basculement. Et on a adopté une définition de basculement pour deux mondes. On a adopté le terme de basculement pour le monde terrestre en se basant sur le fait que on passe d'un état, un état du système terrestre dans son ensemble, à un autre, et que ce passage, il a deux caractéristiques. D'une part, il est très rapide, il a une cinétique qui est rapide, et puis d'autre part, il y a une forme d'irréversibilité dans certains des changements. Et donc c'est pour ça qu'on a utilisé le terme de basculement. Je pense que ça reflétait bien ce passage d'un état à un autre, avec une forme, oui, de bascule, donc de choses très rapides. Sinon, on aurait parlé de transition, de transformation. Mais cette rapidité dans ce qu'on observe, on a cherché à la retranscrire à travers le terme de basculement. On pourra y revenir aussi parce que ça s'est évidemment appuyé sur tout le travail du GIEC, sur les points de bascule, sur les seuils, sur les limites qui sont au cœur de beaucoup de travaux scientifiques. On a repris le terme d'effondrement plutôt pour parler
des piliers de sécurité humaine, donc la sécurité économique, la sécurité physique, la sécurité sanitaire, etc. Parce que là, on pense qu'il va véritablement y avoir un effondrement, non pas le passage d'un État à un autre avec une incertitude sur l'état final, mais un effondrement. On va passer d'une certaine qualité à une moindre qualité sur certains points, donc notamment dans certains pays, sur la sécurité sanitaire, par exemple. On peut dire qu'il y a certains piliers de notre développement qui ont des risques d'effondrement. Là aussi, ça retranscrit une forme de brutalité et de rapidité. Euh, et donc, on s'est appuyé sur sur ces deux notions pour parler ensuite, pour évoquer l'hypothèse d'un basculement du monde, dans le sens où il y aurait un passage en raison de ces deux phénomènes, d'un état des relations internationales et du politique à un autre état. Voilà. Sans qu'on sache l'état final du politique et du géopolitique. Ça, c'était peut-être quelques points d'ancrage de notre réflexion, sachant qu'elle est toujours en cours et que, au contraire, on est preneur de discussion parce que c'est pas forcément évident d'apporter un cadrage à des questions qui sont aussi systémiques, des risques qui peuvent être existentiels, mais qui sont en même temps très différents en fonction des zones géographiques, en fonction des systèmes socio-économiques, etc. Sur la manière dont j'ai abordé ces notions dans l'article que j'ai écrit et sur l'incertitude scientifique, en fait, ça s'appuyait sur deux points. Le premier, c'est que euh, quand on parlait de basculement terrestre, on a une certaine idée, il y a beaucoup de travaux scientifiques qui nous permettent de dessiner l'état final, finalement. Mais il reste aussi beaucoup d'incertitudes, d'une part sur les facteurs de basculement et d'autre part sur véritablement le monde qu'on va retrouver ensuite, parce que justement, les actions qu'on va mener à titre de société humaine vont changer l'état final du système terrestre. Donc ça, c'était une des incertitudes. Il y a des incertitudes sur les facteurs de déclenchement, sur la rapidité avec laquelle ils vont être finalement déclenchés, et puis sur l'état final. On sait que ça ne va pas dans la bonne direction, mais on a encore beaucoup d'incertitudes sur certains éléments. Donc je m'interrogeais sur ces incertitudes-là pour essayer de comprendre si cette inaction politique elle pouvait être liée à une forme d'incompréhension entre l'incertitude scientifique telle qu'elle est pensée par beaucoup d'acteurs qui travaillent sur plein de sujets différents et l'incertitude politique. Et j'ai pris comme point d'étude la manière dont on, on s'attaquait à la question de l'océan, puisque l'océan est déjà un immense milieu, évidemment, mais un milieu qui est nécessaire, qui est central dans l'équilibre du système terrestre, que ce soit d'un point de vue climatique, puisqu'il va redistribuer la chaleur, il va absorber une partie de la chaleur qu'on a émise, enfin en tout cas de la chaleur excédentaire qui est liée à nos émissions. Il va aussi absorber une partie du dioxyde de carbone excédentaire dans l'atmosphère. Donc cet océan, il a un rôle de tampon, il a un rôle de redistribution d'énergie. Il a aussi un rôle qui est essentiel dans la survie de nos sociétés, à travers la pêche, à travers le transport, etc. Donc on sait, ça c'est des choses qu'on sait et que beaucoup de gouvernements savent, la place et l'importance de l'équilibre du milieu marin, de le bon état, la bonne santé de ces milieux marins. Euh, on sait aussi que parce que l'océan il est aussi important dans le système climatique, il y a des points de bascule identifiés par le GIEC qui sont directement liés au milieu marin. Donc, on sait aussi que la manière dont on agit sur ce milieu peut déclencher des points de bascule qui sont quand même des points de bascule à un niveau planétaire. Donc, ce sont finalement des seuils au-delà duquel le système se réorganise. Mais si on franchit ce seuil, on sait, il va y avoir des boucles de rétroaction, etc. Ça peut faire basculer de manière assez concrète. Et pourtant, c'est donc prenant en compte ces deux éléments, d'une part, on sait l'importance qu'ont les milieux marins dans l'équilibre global, et deuxièmement, on sait aussi que parce qu'ils sont aussi centraux, ils sont associés à des points de bascule. Et pourtant, eh ben,
on n'est pas forcément capable, à l'échelle planétaire, de se mettre d'accord sur des grands enjeux de protection de ces milieux. Et alors, le point positif, c'est que peut-être que finalement, ce processus d'entente planétaire sur les milieux marins, on va pouvoir l'observer dans les années qui viennent, à travers toutes les conférences qui sont lancées, à travers les traités qui sont en cours de discussion ou dont la signature est en cours de discussion. Mais il reste quand même, enfin, ça permettait aussi d'illustrer toutes ces questions. Est-ce que l'incertitude scientifique, puisqu'il reste aussi une part d'incertitude, est-ce que c'est l'incertitude scientifique qui empêche l'action politique ou est-ce que c'est finalement un système, là en l'occurrence pour l'océan, un système de gouvernance internationale qui est très particulier et un système d'utilisation des milieux marins, un système économique très particulier aussi. Donc voilà, c'était un article qui posait plus de questions qu'il n'apportait de réponses, mais je pense comme beaucoup d'articles de cette revue. Euh, et je pense que, en tout cas, d'un point de vue très, très personnel, travaillant sur ces sujets depuis quelques années, c'était aussi finalement un moyen d'exprimer à travers mon sujet d'étude ce schisme de réalité dont parle Amie Dahan dans l'entretien qu'on a pu faire avec elle, c'est-à-dire, oui, un schisme entre la réalité euh, biologique, physique, géologique, et puis une réalité économique, politique, sociale. Euh, et finalement, à travers l'exemple de l'océan, on avait aussi une petite pointe d'espoir, puisqu'on a tous ces mécanismes de gouvernance des milieux maritimes qui tendent quand même à, en tout cas exprimer la prise de conscience par les sphères politiques de l'importance de s'en préoccuper. De là à se mettre d'accord sur des cadres d'action communs, c'est encore autre chose, mais en tout cas, il y a une reconnaissance de la question. Voilà, c'était un peu les points que je voulais aborder et je suis assez curieuse de la manière aussi dont d'autres cadres internationaux peuvent répondre à ces questionnements-là, puisqu'il y en a eu beaucoup d'autres sur beaucoup d'autres sujets. Merci beaucoup, Julia. Effectivement, donc vous citiez cette expression-là de schisme de réalité donc, qui a été utilisée par Amidin donc, pour bien montrer la manière dont les relations internationales et notamment les COP sont des sortes de microcosmes à l'intérieur desquels la réalité biologique n'a voilà, n'est plus vraiment prise en compte. Et puis finalement, ce qui se traduit à travers ce schisme-là, c'est aussi tout simplement l'inefficacité de la gouvernance climatique internationale à prendre en charge la problématique climatique, alors même que on a mis en place des instances, voilà, des espaces de discussion, de négociation sur le sujet. Et donc, peut-être un point pas très enthousiasmant de ce numéro, c'est vraiment ce constat sur lequel tout le monde semble se mettre d'accord de l'échec de la gouvernance climatique internationale. Et donc, en ce sens, j'avais une petite question à poser à Régis Bridet. Donc, Régis, dans quelle mesure, selon vous, la réussite diplomatique que vous avez étudiée dans le cadre de ce numéro, donc de la protection de la couche d'ozone, nous donne-t-elle des clés d'analyse pour comprendre cette impasse de la gouvernance climatique actuelle? Ouais, alors merci de me donner la parole et merci de m'avoir donné l'occasion de contribuer à ce numéro. Bon, il faut déjà accepter l'idée que cette question de l'ozone stratosphérique, elle a posé ses propres questions. Donc voilà, on l'a fait à plusieurs, plus ou moins finement dans le monde anglo-saxon et puis un petit peu en France. Mais surtout, enfin quand même, il y a bien un intérêt, je pense, effectivement, à croiser ces deux récits. Déjà parce qu'ils concernent une crise environnementale globale tous les deux. Ensuite parce qu'il y a une sorte de concomitance aussi de la construction des deux grandes expertises internationales à la fin des années 80 et aussi dans la continuité immédiate, finalement, une construction d'une diplomatie internationale avec ses COP, ses grands rapports internationaux. Et même, en fait, lorsqu'on regarde les acteurs, il y a une migration depuis l'ozone vers le climat. On retrouve
des auteurs qu'on trouvait donc dans le premier grand rapport international sur l'ozone. En fait, il y en a un premier en 85, mais c'est vraiment celui de 89 qu'on peut considérer comme l'équivalent du premier rapport du GIEC pour le climat. Donc, vous voyez, on est en 89, puis 90 avec le GIEC. Le GIEC est créé en 88, puis le premier rapport est publié en 90. Par contre, il y a quand même un petit décalage temporel et qui est peut-être important, et je ne vais pas revenir sur ce que j'ai expliqué dans l'article, peut-être parce que voilà, mais il faut avoir quand même ce petit décalage temporel en tête, parce que peut-être, enfin c'est une hypothèse très difficile à démontrer, peut-être que l'ordre géopolitique mondial n'était pas tout à fait le même en 87 lorsqu'on négocie le protocole de Montréal, et eh bien à force de procrastination, assez tardivement dans les années 90 pour le climat, puisqu'on négocie le protocole de Kyoto en 97, même si bien sûr il y a Rio 92 avant qui est important également. Ce que ça m'a rappelé, tout ça quand même, c'est de me replonger dans la question de l'ozone, c'est à quel point effectivement la question diplomatique est importante. C'est vrai qu'on a beaucoup insisté récemment au sujet des politiques climatiques sur le fait de reterritorialiser l'action, etc. Donc, on a donné finalement une responsabilité importante aux pouvoirs locaux, les collectivités territoriales, disons, en France. Et ça pose effectivement cette question de rediscuter, puisque c'est vraiment ça le cadrage donc, du numéro, c'est de rediscuter de cette question de la géopolitique. Et là, j'ai pas de réponse simple à donner, évidemment. Ce que je vois de manière assez éclatante quand même, c'est que dans le cas de l'ozone stratosphérique, il y a un leadership des États-Unis qui est peut-être pas le leadership européen. Donc, c'est déjà un premier élément qui est important. Il y a une forme aussi, je pense, alors plus ou moins instrumentalisée, de mise en scène de l'exemplarité en fait, des États-Unis qui disent on a été parmi les premiers à réglementer les CFC, de manière plus générale les substances destructrices de l'ozone. Donc, dès la fin des années 70, ils l'ont fait avec plusieurs pays scandinaves. Et tout ça a créé d'ailleurs un petit groupe qu'on a appelé le groupe de Toronto, avec en plus le Canada, voilà, les pays scandinaves, les États-Unis et le Canada, qui ont poussé précisément pour que soit signé un grand protocole international. Et les Européens, à l'époque, au début des années 80, traînaient les pieds. Et, euh, et bon, j'explique un petit peu quels sont les différents facteurs qui ont conduit finalement à la signature du protocole de Montréal, sachant qu'il y a des formes de contingence aussi assez importantes. Ça aurait pu se faire, ça ne pas se faire. Voilà, il faut jamais perdre non plus tout le côté informel dans les arènes de discussion. Au dernier moment, on discute, machin, ça se passe pas. Voilà, donc il y a une première chose qui est, je pense, le leadership des États-Unis. Je pense qu'il y a aussi une capacité de ce que j'ai appelé, enfin ce que Peter Haas a appelé, et puis que j'ai repris dans l'article, cette communauté épistémique de l'ozone, c'est-à-dire tous ces gens, que ce soit des chercheurs, des diplomates, ça peut être des agents des grandes agences d'État, par exemple comme l'EPA, donc l'agence environnementale aux États-Unis, etc. Ces gens-là qui ont vraiment communiqué sur la question de l'ozone, bon, ils ont eu quand même cette chance incroyable, si je puis dire, d'avoir un moment cette icône environnementale qui est le trou de la couche d'ozone, les images du trou de la couche d'ozone qui ont été produites par la NASA à partir de 1985 et puis qui ont été diffusées largement. Voilà. Il y a des journalistes aux États-Unis qui ont aussi participé vraiment à mettre cette image au cœur des débats, enfin en tout cas, pardon, à diffuser ça dans la sphère médiatique. Les scientifiques l'ont beaucoup fait. On retrouve dans les archives Suzanne Solomon sur les plateaux télé en France. Donc voilà, vous avez toutes ces choses-là qui sont, enfin déjà ces deux aspects-là qui sont importants, le leadership états-unien et puis l'image du trou de la couche d'ozone, qui est cette capacité quand même à incarner un risque non seulement pour la planète, mais aussi pour l'individu lui-même, puisque ce que ça représente en fait, le trou de la couche d'ozone, métaphoriquement, c'est aussi la peau qui est percée, c'est aussi le corps qui est percé, c'est pas seulement cette terre-là. Et d'ailleurs, on a des très très belles images qui ont été faites par des associations environnementalistes dans les années 80
qui font ce jeu de superposition entre la Terre et le corps. Donc, je pense que ces deux choses-là voilà, sont vraiment fondamentales je veux dire, sont discriminantes par rapport au climat. On a clairement quelque chose là qui est différent. Euh, Ensuite, on ne peut pas s'empêcher de penser quand même, mais là c'est plus difficile à montrer, qu'il y a bien un changement aussi de l'ordre géopolitique international entre la fin des années 80 et la fin des années 90, avec aussi tout le contexte aux États-Unis, évidemment, avec donc le contexte politique aux États-Unis, hein, le fait que finalement les démocrates aient rarement eu l'occasion de pouvoir mener des politiques climatiques ambitieuses. Le voulaient-ils vraiment? Ça, c'est une question que je laisse ouverte. Mais en tout cas, ils avaient rarement le poids politique pour le faire dans les deux chambres. Donc voilà un petit peu quelques éléments. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Marine. Oui, complètement. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse et notamment le fait de ce point-là sur la communauté épistémique. C'est vraiment très intéressant. Le fait qu'on ait besoin aussi d'images, en fait, d'une imagerie qui est mobilisatrice de certains sentiments, d'une certaine charge métaphorique. Ça, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, Julie Trottier, vous, dans votre article, vous mobilisez, quant à vous, le concept d'imaginaire sociotechnique pour l'appréhension de notre rapport à l'eau. Et effectivement, donc la question de l'eau, c'est également une question qu'on avait identifiée comme fondamentale dans le cadre de notre numéro, puisque bien, on a intégré également dans ce numéro une sorte de petite synthèse d'un rapport qu'on avait fait à l'Observatoire Défense et Climat, donc un observatoire qui est piloté par le ministère des Armées, à destination duquel on produit des notes d'analyse, des rapports sur les enjeux sécuritaires des changements climatiques. Et donc, on avait intégré à ce numéro une synthèse d'un rapport qui s'appelle Changement climatique et foyers de conflit dans le monde, où la question de l'eau apparaît comme fondamentale pour l'appréhension de l'exacerbation de la conflictualité future autour des ressources autour des ressources essentielles et donc notamment hydriques. Et donc j'aurais bien aimé revenir un instant avec vous, Julie Trottier, sur la manière dont vous avez pu étudier l'imaginaire sociotechnique plus précisément autour de l'eau et la manière en fait dont cet imaginaire sociotechnique aujourd'hui joue un rôle dans la gestion de la ressource elle-même et donc dans la gestion de potentiels conflits autour de la ressource. Avec le micro allumé, c'est mieux pour vous répondre. Merci beaucoup de me donner, de m'inviter parmi vous et de m'avoir donné aussi l'occasion de contribuer à ce numéro. Effectivement, l'imaginaire sociotechnique joue un grand rôle parce que on a souvent brandi le spectre des guerres de l'eau entre États. Et pourtant, la communauté scientifique sait depuis les années 90 que l'eau est beaucoup plus porteuse de coopération entre États que de conflits. On le sait depuis qu'Aaron Wolf avait reçu un financement justement pour mettre en exergue tous les lieux de conflit de l'eau. Et à son propre étonnement, il a fait un grand recensement de tous les États partageant des bassins versants et il s'est aperçu que même des belligérants ouvertement en guerre l'un avec l'autre continuaient à respecter leurs accords concernant le partage de l'eau lorsqu'ils étaient riverains d'une même rivière, dans un même bassin versant. Donc, les États, on le sait depuis les années 90, ne vont pas se livrer de guerre de l'eau, tout au contraire. L'eau, d'ailleurs, c'est la base du programme de l'UNESCO, hein, From Cooperation Potential From Conflict Potential to Cooperation Potential, le PCCP. Non, CPP, c'est enfin. Et c'est l'idée que les États coopèrent beaucoup plus que ne se livrent plutôt que sont en conflit. Par contre, ce qu'on voit,
c'est qu'avec l'augmentation des températures, et là on est certain, c'est une certitude scientifique, la température a déjà commencé à augmenter, elle continuera à augmenter, eh bien l'eau redevient beaucoup plus vite vapeur qu'autrefois. C'est-à-dire que sous la chaleur, les plantes, les animaux vont transpirer beaucoup plus, par exemple, pour se maintenir vivants. Les agriculteurs en savent quelque chose. Chaque fois que la température augmente d'1 degré, ils doivent augmenter la quantité d'eau, d'irrigation qu'ils apportent à leurs plantes s'ils veulent maintenir la même productivité. Donc, ça crée une compétition accrue pour l'eau parmi les acteurs qui en ont besoin et pour leurs activités. Alors, d'une part, on a une compétition accrue, d'autre part, on a une incertitude concernant l'avenir des régimes pluviométriques. Inévitablement, les régimes pluviométriques vont être altérés. Certains modèles nous disent pour l'instant que dans une grande partie du monde, au Moyen-Orient, en Europe, la pluviométrie va diminuer. Mais là, on a encore une dose d'incertitude. Ce n'est pas aussi certain que les modèles de changement de température où là, on est certain que la température va augmenter. Et du coup, cette incertitude fait que les acteurs qui, dans leurs activités, incluent l'eau comme un intrant, par exemple, veulent s'assurer qu'eux vont maintenir leur accès à l'eau. Donc, on a une compétition accrue et même si, dans certains cas, on n'a pas encore de pénurie d'eau, on a en tout cas une volonté de la part des acteurs de s'assurer un accès dans une situation d'incertitude. Et là, c'est là où le rôle des imaginaires sociotechniques entre en jeu. C'est que les États, pourquoi est-ce qu'ils ne se font pas la guerre? Parce qu'ils partagent le même imaginaire sociotechnique concernant la bonne manière de gérer l'eau. Et ils la partagent avec une certaine élite globalisée et avec beaucoup de chercheurs. Et par exemple, les chercheurs qui ont défini les limites planétaires, ils ont défini la limite planétaire de l'eau largement comme s'il s'agissait d'un stock et qu'il ne fallait pas prélever plus qu'un certain stock. Or, ce qu'on voit, c'est que les conflits surgissent lorsqu'on a des groupes sociaux qui adhèrent à d'autres imaginaires sociotechniques, notamment à des imaginaires sociotechniques où on perçoit l'eau comme un flux. Par exemple, regardez le rôle de toutes ces populations autochtones qui montraient leur opposition lors de la COP sur la biodiversité à Montréal en décembre 2022. Le soulèvement des Palestiniens dans le nord de la Cisjordanie, non pas contre Israël, mais contre l'autorité palestinienne elle-même. Ici en France, le mouvement de Bassine Non Merci. A priori, on les analyse toujours comme des phénomènes très indépendants les uns des autres. En fait, ils ont tous un point commun. C'est qu'on voit des groupes sociaux qui perçoivent l'eau comme un stock, comme un flux, et qui sont outragés des solutions qu'on leur propose, qui ne sont valables que si on perçoit l'eau comme un stock. Donc, je m'explique. Si vous considérez que vous avez un stock national d'eau et que c'est à l'État de le gérer au mieux, ça, c'est l'indicateur de Falkenmark, par exemple, incarne cette perception de l'eau comme un stock national, hein, puisqu'elle utilise uniquement les limites nationales des États pour délimiter l'indicateur d'eau per capita. Eh bien, si vous considérez que l'eau est simplement un stock et que vous adhérez à un imaginaire sociotechnique où l'eau est utilisée au mieux lorsqu'elle génère le maximum de valeur ajoutée, et ça, c'est quelque chose qui se voit même dans les arrêtés sécheresse en France. Les préfets peuvent donner dérogation pour permettre à des utilisateurs économiques de prélever l'eau dans le milieu même en temps de crise, lorsque tous les prélèvements sont interdits, si la valeur ajoutée qu'ils vont générer avec l'utilisation de l'eau est suffisamment importante, est très grande. Donc, si vous partagez cet imaginaire sociotechnique, vous considérez que stocker l'eau, c'est une manière efficace de gérer l'incertitude à venir. Comme ça, cette eau est réservée aux utilisations qui génèrent le plus de valeur ajoutée. Eh bien, évidemment, la biodiversité, le maintien de la biodiversité, 24% de la biodiversité existe dans le sol, dans la planète. 40% de la biodiversité sur la planète existe dans les zones humides. Le maintien de la biodiversité en soi ne génère pas de bénéfices immédiats, donc pas de valeur ajoutée à court terme, et donc ce n'est pas prioritaire dans cette vision de l'eau. Et quand je disais que les groupes qui s'opposent à ces imaginaires sociotechniques qui sont mis en œuvre, qui guident
la mise en œuvre de projets et d'infrastructures par les États, c'est que eux ont construit leur relation à l'eau en percevant l'eau comme une trajectoire, comme un flux qui traverse le sol, qui traverse les zones humides et qui donc nourrit notamment la biodiversité dont ils dépendent souvent. Ce conflit est très important parce que l'enjeu existentiel auquel on est confronté aujourd'hui, c'est de réorganiser nos interactions avec le flux qu'est l'eau de manière à placer les utilisations non consommatrices en amont des utilisations consommatrices. Or, ce qu'on voit, c'est que l'imaginaire sociotechnique dominant, qui est partagé par les États et les élites globalisées, les mène à faire exactement le contraire. Parce que on va, par exemple, quand on développe une méga bassine, on va stocker l'eau pour l'acheminer à une irrigation dite efficiente, c'est-à-dire que l'essentiel de l'eau qui est acheminée à la plante va être transpiré par la plante. Donc, au lieu de laisser l'eau traverser le sol, nourrir la biodiversité au travers d'utilisation non consommatrice de l'eau, parce que l'eau va traverser le ver de terre dans le sol, mais elle reste disponible pour l'utilisateur suivant, qu'il soit humain ou non humain, eh bien, ces méga-bassines, elles accélèrent la consommation de l'eau, elles la placent comme première utilisation de l'eau, ça va être une utilisation consommatrice de l'eau. Donc, quand on envisage l'eau comme un stock, on croit à des solutions qui, en fait, sont exactement le contraire de ce qui convient de faire si on perçoit l'eau comme un flux. Et pour l'heure, des groupes partout dans le monde perçoivent déjà l'eau comme un flux, mais se retrouvent en conflit avec les acteurs, dont les États, qui, eux, l'aperçoivent comme un stock. Et ça, c'est les grands conflits de l'eau qui sont déjà en cours et qui vont s'aggraver à l'avenir. Et il est très important, pour nous, du point de vue des chercheurs, de revoir la manière dont on a formulé la limite planétaire constituée par l'eau. Parce que si on la perçoit simplement comme un stock à préserver, on alimente une réflexion, une logique qui nous mène droit dans le mur et même, je dirais, qui nous accélère dans notre course droit dans le mur. Très bien, merci beaucoup Julie pour ce point très très intéressant. Donc on va peut-être passer à la dernier questionnement qui nous animait aujourd'hui, que donc j'adresserai à Yamina Saeb. Puisque donc tout cela, la question finalement d'un imaginaire sociotechnique qui n'est pas en fait le plus conforme, le plus adapté à la gestion des ressources actuelles, la question finalement tout à fait intrinsèque de l'inefficacité de la gouvernance, que ce soit plutôt locale ou internationale, des questions climatiques ou écologiques. Tout ça finalement, ça continue de réactualiser, de donner des éclairages différents au concept de basculement. Et donc, j'aurais bien aimé qu'on se pose à nouveau cette question de la notion de basculement et du monde dans lequel nous sommes en train de basculer. Donc, c'est la question que je voulais vous poser, Yamina Saeb. Selon vous, vraiment, dans quel monde est-ce qu'on bascule? Et puis, est-ce qu'on peut encore apporter une réponse politique à la situation d'urgence que constitue le basculement en cours? Bonjour, merci. Euh, alors, euh, ce qu'on montre, nous, dans le rapport du GIEC, c'est qu'avec les politiques actuelles, le réchauffement climatique planétaire pourrait atteindre les 3 degrés à la fin du siècle. 3 degrés en moyenne à la fin du siècle, cela correspond aux fameux 4 degrés dont le ministre de la Transition a parlé et pour lequel il nous appelle à nous adapter. Or, on sait qu'à 3 degrés de réchauffement planétaire ou 4 en France, il y aura beaucoup de zones qui seront inhabitables. Donc, l'ensemble du système que nous avons connu, de l'écosystème qui nous soutient, qui permet la vie sur Terre telle qu'on l'a connue, surtout depuis, on va dire, la Seconde Guerre, tout cela va changer. Et en ayant beaucoup de zones inhabitables, euh, on aura, on aura dans un premier temps des migrations, on aura des problèmes d'eau, on aura des problèmes de nourriture, on aura des problèmes de production d'énergie également, des problèmes de production d'électricité, etc. Sauf que on montre aussi on pourrait, si on le voulait, si les politiques le voulaient vraiment,
on pourrait éviter de nous retrouver dans ce monde-là. Nous ne sommes pas condamnés à être dans ce monde-là à 3 degrés de réchauffement planétaire, parce que justement, ce que montre le rapport du GIEC, il ne parle pas du basculement, il parle des points de basculement. Donc, nous n'avons pas atteint tous les points de basculement, et donc c'est pour ça qu'il y a encore un espoir et que l'on pourrait changer la donne, et qu'on pourrait se retrouver dans la limite qui a été fixée dans le cadre de l'accord de Paris, qui est 1,5, entre 2 et 1,5, de préférence autour de 1,5 de réchauffement planétaire à la fin du siècle. Mais pour faire ça, il faudrait changer la gouvernance. Le rapport du GIEC ne le dit pas comme ça. Il ne dit pas il faudrait changer, parce que le rapport du GIEC ne fait pas de recommandations. Donc, c'est un rapport qui n'est pas du tout prescriptif. Donc, il fait juste une analyse factuelle Il rapporte de façon factuelle l'analyse qui existe dans les publications scientifiques. Mais en fait, l'un des problèmes qu'on a identifié, qui a été identifié par la communauté qui travaille sur la politique climatique depuis longtemps, c'est le problème de la gouvernance que vous avez cité. Il y a un vrai problème de la gouvernance. Aujourd'hui, la gouvernance, que ce soit au niveau local, international ou national, la gouvernance internationale aujourd'hui se fait dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, qui a été mise en place au début des années 90 et qui aujourd'hui, en vérité, n'est plus à jour parce qu'elle ne prend pas en compte, le monde a changé depuis les années 90. Cette convention-là n'a pas vraiment changé et surtout son fonctionnement. Il y a deux aspects importants dans cette convention. Il y a les COP qui se déroulent à la fin de l'année et puis il y a les travaux du GIEC. Les travaux du GIEC, c'est la partie scientifique et les COP, c'est la partie politique. En théorie, les COP sont nourris par les conclusions des travaux du GIEC. Et le GIEC, comme je vous le disais, ces rapports ne sont pas prescriptifs. C'est pour ça que je dis en théorie, ils sont nourris. Mais en fait, dans la pratique, on sait très bien que les COP, c'est pas juste de la politique, c'est de la politique politicienne, c'est politics, comme ils disent en anglais. Donc, c'est politics, ça veut dire qu'ils vont là-bas pour négocier leurs intérêts. Donc, et il y a une incompréhension il y a deux choses. Il y a le ton de l'action climatique est normalement un ton lent parce que l'action climatique demande des politiques publiques fortes. Et les politiques publiques fortes, on ne peut pas les mettre en place quand on a des élections toutes les 4-5 années. Donc, pour se faire réélire, il faut avoir des politiques de court terme. On a, pour se faire élire et réélire, on a besoin de politiques de court terme qui montrent tout de suite des résultats de court terme pour la majorité qui parle. Ce n'est pas la majorité en fait de la population, mais celle qui parle et qui vote. Et pour les politiques climatiques, pour résoudre la crise écologique, on a besoin de politiques de long terme. Donc en fait, le temps politique et le temps climat n'est pas le même. Ça, c'est le premier défi auquel je pense, qui est réel, auquel sont confrontés les hommes et femmes politiques. On va dire qu'il y en a quelques-uns qui sont intègres et qui aimeraient faire des choses, ce qu'il faudrait faire d'un point de vue climat. Donc, ils sont déjà confrontés à ce dilemme-là. Après, l'autre vrai problème, c'est que le collègue parlait du protocole de Montréal. Qui est considéré comme un succès. Ce qu'on oublie souvent, c'est que derrière le protocole de Montréal, il y a toute l'industrie américaine, en fait. C'est ça qui a fait le succès du protocole de Montréal. Derrière la question climat remet en question euh, toutes les industries que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est une remise en question de l'ensemble de l'économie et de l'ensemble du système économique et de l'industrie telle qu'on la connaît. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de soutien derrière. Et donc, les politiques se retrouvent, la gouvernance, finalement, elle se fait encore une fois quand on parle souvent de l'inclusion de toutes les parties prenantes, lorsqu'on regarde dans le détail les parties prenantes qui qui sont vraiment prises en compte dans la décision, on s'aperçoit que c'est à 99% l'industrie, puis de temps en temps, on trouve un petit peu la voix du peuple à travers les ONG, etc. Et ce déséquilibre-là fait que on n'arrive pas à avancer sur la question climat. Et la preuve, je pense, la plus évidente, c'est justement la COP 28, la COP de cette année, qui va avoir lieu à Abu Dhabi et aux Émirats, et dont le président de la COP est en même temps le président directeur général de la Société des énergies fossiles du pays. Et donc, du coup, c'est une contradiction importante qu'on ne peut pas ignorer. Et ce que les politiques disent, c'est que ils vont aller travailler avec lui en bonne intelligence. Mais ce n'est pas possible de travailler en bonne intelligence avec ce qui est à la source du problème. Et d'ailleurs, l'un des échos qui sort en ce moment de ce qu'on pourrait avoir de cette COP-là,
Et c'est intéressant, je le cite parce qu'il est inspiré de l'exemple de l'amendement Kigali du protocole de Montréal. C'est peut-être qu'on va avoir le phase down of fossil fuels. Alors, le phase down, il faut faire très attention à ce parce qu'il y a un phase out, il y a différents phasing. Et donc, le phase down, ça veut dire qu'on va avoir un plan pour se débarrasser des énergies fossiles. Très probablement que les États vont faire avec leur industrie et avec des résiduels, avec de l'énergie fossile qui va quand même rester. Et là, on retombe sur le technosolutionnisme. Il y a un forcing incroyable pour aller vers plus de recherche et plus de travaux sur le captage et le stockage du carbone qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. Et donc, en vérité, si on a le face down, ça va jouer, si c'est ça qui sort du texte final, vous allez entendre les ONG dire on a gagné une grande victoire pour les ONG. Le mot fossil fuel, énergie fossile apparaîtra pour la première fois dans une résolution de la COP. Donc, elles vont considérer les ONG que c'est une grande victoire. Mais en vérité, faire apparaître le mot énergie fossile à côté du concept du face down, en vérité, c'est une question, on appelle ça en anglais lock-in effect. Donc, on enferme la question des énergies fossiles, on enferme le combat des ONG, le combat pour l'habitabilité de la planète dans un concept qui, en vérité, va tuer dans l'œuf tout le travail qui a été fait par les ONG pendant ce temps-là. Et ça, c'est un énorme problème. Et on voit aujourd'hui les ONG, je pense qu'elles sont confrontées. Il y en a qui se posent la question, est-ce qu'elles vont aller ou pas à la COP? Mais il y en a qui ont déjà décidé d'aller à la COP pour éviter la politique de la chaise vide. Mais en vérité, la COP, comment ça se passe? Les décisions, elles sont prises dans il y a toujours un espace bleu, un espace vert. Donc, les décisions, elles sont prises dans un espace gouvernemental, on va dire, auquel les ONG n'ont pas accès, auquel, sur papier, l'industrie non plus n'a pas accès, sauf que les lobbyistes, eux, ils n'ont pas besoin d'être présents physiquement dans cet espace-là. Ils ont un accès direct aux politiques. Et c'est ça qui gêne. Donc, en fait, il y a la gouvernance. On ne pourra pas régler la question climat tant qu'on ne se sera pas sérieusement posé la question de la gouvernance. Donc, non seulement on n'est plus dans les années 90 au moment où on a mis en place cette convention-là. Donc, le monde a changé, mais le fonctionnement de la convention n'a pas changé. Mais en plus, il y a cette façon de l'industrie des énergies fossiles, pour ne citer qu'elle, mais il y a aussi la pétrochimie qui n'existerait pas sans les énergies fossiles. Donc l'industrie des énergies fossiles, plus toutes les industries qui ont besoin des énergies fossiles, ces industries-là, mais c'était à l'époque, c'était d'abord l'industrie du tabac qui avait développé cette stratégie-là, et puis les industries des énergies fossiles ont repris ça d'abord aux États-Unis. Alors au lieu d'être climato-sceptiques, ouvertement climato-sceptiques, donc ils reprennent des concepts, par exemple l'histoire des énergies fossiles, puis bon, comment est-ce qu'on va le mettre dedans? Et puis on enferme le débat. Puis c'est fini. On va être enfermé. Si ça se produit, on va être enfermé pour des années en fait. On ne pourra pas s'en sortir. Et à ce moment-là, on serait dans le scénario de 3 degrés. Et le scénario de 3 degrés, c'est une planète inhabitable. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui, ça y répond tout à fait. C'est un peu décourageant, mais c'est malheureusement la réalité du terrain. Moi, j'avais une petite question par rapport à ça. En fait, alors, il y a pas mal de questions qui ont été posées dans le petit chat. Mais donc, juste avant de passer à ces questions-là, vous parliez, Yamina, du technosolutionnisme, dont le captage carbone, le captage du carbone est vraiment l'exemple parfait. Et donc, j'aimerais bien que vous nous en disiez un peu plus. Et puis, peut-être que Régis aussi, vous pourrez nous en parler, puisque ça fait partie de vos sujets de recherche. Donc, dans quelle mesure, en fait, c'est le captage carbone, pour nous en dire un peu plus, dessine une solution technique au changement climatique? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que c'est, qui pousse ces technologies, qui les maîtrise, et puis, voilà, dans quelle dynamique tout ça s'inscrit? Je vous laisse y répondre un peu tous les deux, et puis on verra le reste des questions par la suite. J'y vais en premier, Régis, comme j'avais déjà la parole. OK. Alors, il y a deux façons. La crise climatique, elle est due à l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et
il faudrait qu'on arrête d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il y a un budget carbone, il y a un maximum de... L'atmosphère, il faut imaginer ça comme une éponge. Les émissions de carbone, on va imaginer que c'est de l'eau. Et donc, vous mettez de l'eau sur une éponge, elle peut absorber elle a une capacité d'absorption. Et puis, à un moment donné, quand elle ne peut plus absorber, ben, ça déborde. C'est le bazar. On est dans la situation, on va arriver à une situation de bazar très, très vite. Donc, le budget carbone qui reste, ce que l'atmosphère peut absorber, est très, très limité. Donc, il y a deux options possibles. Euh, une option, et c'est la meilleure option, c'est d'éviter d'émettre encore des gaz à effet de serre. Lorsqu'on dit ça, ça voudrait dire les gaz à effet de serre, en vérité, c'est ça qui nous a permis ce qu'on appelle aujourd'hui, entre parenthèses, le développement. Les routes, ce qui nous permet aujourd'hui de communiquer comme ça, etc., à travers Zoom. Donc, il y a des bénéfices certains à l'industrialisation, mais il y a beaucoup d'effets négatifs. Et puis surtout, il n'y a pas de distribution des bénéfices de l'industrialisation dans le monde à travers le monde. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que les pays qui ont le plus émis, et nous faisons partie des... Parce que ce qu'il faut compter, ce sont les émissions cumulées et pas juste les émissions d'aujourd'hui. Donc, quand on entend le discours aujourd'hui, la France représente 1 ou 2% des émissions, ça, c'est un discours, soit c'est des gens qui n'ont pas compris, soit c'est des gens qui trichent. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est pas juste les émissions d'aujourd'hui. Il est vrai qu'aujourd'hui, les émissions de la France par rapport au reste du monde, et puis surtout, on compte que les émissions territoriales, donc qui se produisent sur notre territoire. C'est ça aussi que fait la Convention climat. Donc les émissions, l'empreinte carbone qui intégrerait nos émissions liées à la production des biens qui sont ailleurs, qui sont produits ailleurs et qu'on utilise chez nous, elles ne sont pas comptabilisées chez nous, elles sont comptabilisées ailleurs. Et donc, si on compte que les émissions territoriales, aujourd'hui, la part de la France est très faible. Seulement, les changements climatiques, ils ne sont pas dus juste à, à nos émissions d'aujourd'hui, ils sont dus à l'accumulation c'est les émissions cumulées depuis le début de l'ère industrielle. Et là-dedans, ben, la France fait partie des 20 premiers pays lorsqu'on compte les émissions cumulées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous qui avons émis le plus d'émissions, qui sommes en vérité responsables de la situation, on doit arrêter d'émettre. On doit mettre en place des politiques qui nous évitent des émissions. Et c'est la seule façon pour que le reste du monde puisse émettre un petit peu. Il faudrait qu'ils évitent d'émettre, qu'ils aient un développement similaire au nôtre, parce que notre développement n'est pas bon d'un point de vue planétaire. Et comme ça, ils peuvent se développer. On ne va pas compromettre le développement. Nous n'avons pas le droit de compromettre le développement des autres pays. Donc, nous, on devrait réduire drastiquement nos émissions. Pour réduire drastiquement nos émissions, il n'y a pas d'autre solution que la sobriété. Donc, la sobriété, ce sont les politiques que l'on met en amont pour éviter l'utilisation des ressources naturelles. Pas juste l'énergie, mais toutes les ressources naturelles. Or, la sobriété, c'est ce qui manque. La sobriété, la France est le seul pays de l'Union européenne et de l'OCDE à avoir intégré le concept dans sa loi sur la transition énergétique. Seulement après, ce qu'on a fait, c'est pas de la sobriété. On n'a pas de décret sobriété réellement pour mettre en place des politiques de sobriété. Mais ça n'existe dans aucun instrument de l'Union européenne, sachant que nos politiques climatiques sont des politiques européennes. Et ça n'existe dans aucun autre pays à part la Thaïlande qui a intégré la sobriété bien avant nous. Et donc, il n'y a pas de sobriété. Du coup, on se retrouve en 2050 avec beaucoup, beaucoup d'émissions, beaucoup de gaz à effet de serre. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il y a une solution. En fait, on peut capter une partie des émissions, mais pas tout ce qui est prévu pour le captage. Là où il y a un problème avec le technosolutionnisme, avec l'histoire du captage et de l'absorption, c'est qu'on ne dit pas que, d'abord, tous les projets, ils ont mis en place beaucoup, beaucoup de projets, et la plupart sont un échec, un grand échec, en fait. Il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans la recherche pour capter le carbone et le stocker, mais il y en a très peu qui ont réussi. C'est un grand échec. Et puis, donc, on ne pourra pas en mettre partout, on pourra pas, l'échelle ne sera pas là d'ici 2050. Donc, la part des émissions qui est prévue pour être captée est de loin supérieure à ce que, vu le développement technologique que l'on connaît aujourd'hui, on pourrait capter en 2050. Et qu'est-ce que ça veut dire en pratique, puisqu'on parle de géopolitique? Ça veut dire que nous, les ressortissants des pays riches, en fait, nous sommes en train de coloniser l'atmosphère. Parce que si je prends l'exemple de la neutralité carbone de l'Union européenne qui est prévue pour 2050, alors que si on intégrait nos émissions cumulées, ça serait plutôt autour de 2033-32. Ça veut dire que toutes les émissions, tout ce qu'on va émettre entre 32 et 2050, ça, c'est des émissions
des autres que nous, on va prendre. C'est leur part du gâteau que nous, on va prendre. Et donc, qu'est-ce qu'on dit derrière? Parce qu'on ne le dit pas comme ça, on ne dit pas qu'on va coloniser l'atmosphère. Ce n'est que maintenant qu'on commence à voir des publications qui parlent de la colonisation de l'atmosphère. C'est tout récent. Et donc, qu'est-ce qu'on dit, nous, derrière? Ben, on a une solution, on va capter et enterrer le carbone. J'ai regardé dans les scénarios mondiaux, c'est pas les scénarios européens, j'ai pas encore regardé le détail des scénarios européens. Dans les scénarios mondiaux, lorsqu'on regarde la part des émissions qui vont être enterrées, j'ai essayé de convertir ça en terre nécessaire, eh ben, il n'y a pas les terres. Il n'y a pas les terres et surtout pas chez nous. Parce que normalement, c'est nous les grands émetteurs. Donc, on fait l'hypothèse, enfin, du moins, moi, j'avais fait l'hypothèse, mais qui n'est pas l'hypothèse qui a été faite par les scénaristes, qu'on va capter le CO2, on va l'enterrer chez nous, quelque part. Et donc, moi, j'avais naïvement pensé qu'ils avaient vérifié qu'il y avait suffisamment de sol. Eh bien non, c'est pas chez nous que ça va être enterré. Lorsque vous regardez les scénarios mondiaux, vous vous rendez compte qu'ils vont enterrer des émissions à partir de 2030. Par exemple, j'ai trouvé un scénario à partir de 2030, en Indonésie, ils prévoient à partir de 2030 de décarboner, d'enterrer des émissions dans le sol en Indonésie. Mais par quel phénomène technologique de développement ils vont pouvoir faire ça? Et c'est pour ça qu'il y a problème, vous comprenez? Et donc, du coup, ces scénarios-là, tant qu'il n'y a pas de sobriété, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'émissions en 2050 et du coup, on dit on aura une solution technologique qu'on n'a pas pour le moment au niveau pour mettre ça à l'échelle comme il faut, etc. Et les solutions qu'on a, là où ça a été testé, ça ne fonctionne pas bien. Et c'est pour ça que c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge auquel adhèrent les politiques. Alors, qui est derrière ce mensonge-là? Parce qu'il y avait aussi cette question-là. C'est bien sûr l'industrie des énergies fossiles qui pousse pour cette solution-là. Parce qu'en fait, si vous dites qu'il y a une solution, ça veut dire qu'on peut continuer à utiliser les énergies fossiles comme aujourd'hui, comme on les utilise aujourd'hui. Et puis, de toutes les façons, on aura la solution plus tard. Donc, ça retarde. Et ça rejoint la question du phase down dont je vous parlais. Donc, s'il y a le phase down, certainement qu'ils vont faire appel dans le phase down à ces solutions-là. Certainement que dans le texte, il y aura ces solutions-là. Ouais, merci beaucoup pour tous ces éléments, Yamina. Je vais juste compléter sur le CCUS. Bon, en fait, donc là, pardon, la capture et le stockage ou l'utilisation du carbone, donc en sortie de cheminée. Bon, il y a effectivement des projets de le faire dans des pays en développement. L'essentiel quand même de l'effort, si on peut appeler ça comme ça, c'est fait quand même aux États-Unis, en Chine et dans les grands pays industrialisés. Et c'est surtout là que la question se pose encore aujourd'hui. Au-delà de où est-ce qu'on stocke, la question c'est comment est-ce qu'on arrive à aller jusqu'au lieu de stockage. Donc on est un peu dans une situation un peu absurde aujourd'hui en Europe où on est en train de développer finalement le transport du CO2 sur la mer du Nord pour aller stocker ça dans ce qu'on appelle les réservoirs déplétés, c'est-à-dire des réservoirs qui étaient auparavant des, euh, des lieux d'extraction du gaz et du pétrole en mer du Nord. Voilà, donc le système lui-même déjà apparaît comme quelque peu absurde, mais parce que si on prend tout en compte, on se demande comment ce truc-là va pouvoir être écologiquement viable. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que, eh bien, c'est un débat qui est resté confiné dans la sphère experte, comme on l'a montré avec d'autres collègues. Et en France, notamment depuis très longtemps, on a des programmes sur donc le CCUS, mais qui se font vraiment dans la sphère experte, typiquement des experts du sous-sol, hein, le BRGM ou l'IFPEN pour ne pas les citer, et puis les industriels que ça intéresse, et notamment Total, c'est principalement Total qui investit dans cette technologie en France. Ok. Je m'inquiète un petit peu, enfin, je m'inquiète, non, je voulais juste signaler cette chose-là, c'est qu'il y a une tribune qui a été publiée par Valérie Masson-Delmotte et des collègues euh, dans laquelle on trouve à la fois des chercheurs et puis des gens du BRGM peut-être, ou de l'IFPEN et aussi des industriels avant l'été, sur justement le fait qu'il fallait développer le CCUS en France. Et voilà, nous, on a produit une contre-tribune qu'on a envoyée au Monde
qui était donc le journal qui avait publié cette tribune, qui n'a pas été publiée. Et j'aimerais bien quand même qu'on alimente de manière un petit peu plus peut-être modérée ce débat que simplement dire que le CCUS est merveilleux et qu'on en a besoin et qu'on en a, voilà. Je trouve la tribune, je suis désolé de dire parce que c'est pas Valérie Masson-Delmotte elle-même, sans doute qu'il a, mais bon, qu'elle ait signé un truc comme ça, j'avoue que je suis un petit peu sidéré. Donc j'aimerais bien qu'il y ait une vraie discussion sur ce sujet-là, qui, comme l'a bien souligné Yamina, c'est vraiment quelque chose qui pour l'instant, enfin, les débats sont vraiment restés confinés dans la sphère experte et avec essentiellement le secteur pétro-gazier derrière qui a poussé pour développer cette technologie-là. Mais aussi et surtout parce que, enfin, oui, parce qu'ils ils ont un intérêt effectivement, eux, voilà, à aller vers ce type de solution, mais aussi parce qu'ils, je veux dire, bien sûr, un plan purement de politique climatique, mais aussi parce qu'ils ont des compétences pour le faire. Donc, ils ont un double intérêt, en fait. C'est à la fois verdir leur image, et puis aussi, c'est eux qui possèdent les compétences dans le sous-sol, voire même dans le transport. Si on imagine que le CO2 est transporté par pipelines, voilà. Donc, bien, je vais très vite parce que en fait, il faudrait qu'on prenne 3 heures pour en parler. On ne peut pas Ouais. voilà, liquider le sujet. Voilà, et je voulais signaler que j'aimerais bien que ce débat ait enfin lieu en France. Voilà. Et l'autre chose, parce que tout à l'heure, donc c'est bien, Yamina a complété un petit peu ce que j'avais dit. Euh, donc, j'avais pas rebouclé en fait ma démonstration. C'est qu'en fait, je me pose la question, effectivement, sur cette question climatique aujourd'hui, de la diplomatie climatique. Où est-ce qu'on en est? Et autant avec la diplomatie de l'ozone, on est arrivé assez rapidement, même si on peut le discuter, à la lecture de mon article, ça a quand même pris une bonne décennie avant qu'on signe un protocole international. Mais quand même, on est arrivé donc à ce protocole international qui a été signé presque universellement dès le début, en tout cas par tous les grands pays industrialisés. Et je me pose la question aussi de la temporalité de la diplomatie climatique aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que finalement le fait que cette diplomatie climatique elle soit encore à l'arrêt ou qu'elle traîne encore les pieds, est-ce que ça doit pas être pour nous l'occasion de réfléchir, alors, je ne suis pas un spécialiste des relations internationales, mais à d'autres modes d'action. Je veux dire, est-ce que finalement, aujourd'hui, il ne faut pas privilégier des modes d'action plus durs, de type embargo, de type des taxes aux frontières, de type de la labellisation des produits, comme je disais dans ma conclusion, enfin, de toutes ces choses, enfin, peut-être d'autres types de diplomatie un peu plus dures que simplement ce qu'on constate, enfin, ce qu'on entend aujourd'hui, qui sont quand même beaucoup des discours, enfin des vœux pieux, quoi. Donc voilà, je me pose aussi la question, dans la mesure où ça a échoué, les tentatives finalement de se donner des objectifs ambitieux État par État, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une tension à mettre sur l'échiquier international pour vraiment qu'il y ait des lignes qui bougent et pour peut-être voilà, privilégier enfin, pour qu'il y ait voilà, il y a une forme de responsabilité aussi qui s'incarne quoi, véritablement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a toujours deux jambes, hein. Il y a d'un côté une forme d'exemplarité que l'État français, par exemple, pourra avoir, mais il y a aussi un jeu de pression à l'international et qui, à mon avis, aujourd'hui est mou, pour être poli. Donc voilà, je pose cette question-là, sachant qu'encore une fois, je ne suis pas un spécialiste des relations internationales, mais on est tous des spécialistes de la géopolitique au Café du Commerce. Donc je peux amener cette question-là, et s'il y a des gens plus intelligents que moi sur ces questions-là, je suis preneur. Merci Régis. Alors, je vois que tout le monde souhaite réagir. On va prendre dans l'ordre. Donc, Julia, je me rappelle que tu étais la première à lever la main. Donc, Julia, Julie et puis Yamina, vous pourrez réagir chacune votre tour sur la question. Oui, moi, je voulais réagir et poser une nouvelle question, davantage qu'y répondre, qui rejoint d'ailleurs des questions qui ont été posées en ligne aussi. C'est réagir à justement cette dichotomie qui a été présentée par Julie Trottier entre finalement la logique de flux et puis une logique beaucoup plus complexe, finalement, parce que la logique de flux, elle est presque simple. Il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée.
Et puis on gère la logique de stock, je veux dire, elle est beaucoup plus simple. Il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, on gère des stocks. Euh, pour l'eau, c'est une vraie question, mais on applique exactement la même logique de stock à l'atmosphère. Tout ce qui a été dit par Yamina Seb sur le fait que voilà, finalement, on colonise l'atmosphère parce qu'en fait, on s'approprie une partie du stock. On utilise cette même logique de stock pour l'atmosphère. Et enfin, c'est une question que j'avais, c'était est-ce que un des problèmes, c'est pas finalement que euh, ça paraît très compliqué, visiblement, pour un certain nombre de décideurs et puis de sphères intellectuelles, de complexifier ou d'accepter que les choses soient plus complexes qu'une simple logique de stock pour énormément de phénomènes d'éléments naturels. Je pense notamment à toutes les difficultés qu'on a autour de la biodiversité, parce qu'il n'y a pas de logique de stock dans la biodiversité, alors qu'on a une belle logique de stock dans le climat qui est bien plus facile à gérer, mais que par contre, d'un point de vue économique, là, finalement, on accepte plus de complexité parce que ne serait-ce que qu'étudier le système financier international, qui est très très loin d'être une logique uniquement de stock, avec des éléments hyper complexes de spéculation, etc., sur un certain futur. Là, par contre, ça paraît beaucoup plus appréhendable, ou en tout cas, ça infuse beaucoup plus une partie des politiques publiques. Je pense aussi à l'expression du ruissellement. Euh, voilà, c'était une question sur est-ce que c'est pas un imaginaire qu'on applique principalement à des facteurs environnementaux, cette impression de stock, et qu'on est capable par contre d'appréhender dans toute sa complexité pour d'autres éléments. Et est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faut pousser aussi pour générer l'action politique, dire bah ok, en fait tout est complexe, le système humain il est complexe, le système naturel il est d'autant plus complexe, il va falloir que vous fassiez avec cette complexité. Et est-ce que ça peut pas être une piste dans les réflexions politiques? Julie Troisier? Merci. Ben, en fait, les technosolutions dont Régis et Yamina nous entretenaient, ça fait partie de l'imaginaire sociotechnique des États et de leurs alliés au sens latourien du terme, hein, quand je dis alliés. Et c'est toujours les technosolutions qui sont le premier choix de ceux qui veulent maintenir le scénario. On va continuer à faire comme on faisait avant. On va simplement trouver une nouvelle manière de continuer à le faire. Et typiquement, le dessalement d'eau de mer, pour continuer à notre gabegie d'eau, les méga-bassines, tout ça, c'est du technosolutionnisme et du même acabit que ce que vous dénonciez, avec les mêmes limites. Alors, pour moi, c'est pourquoi est-ce qu'on est toujours enfermé dans ce technosolutionnisme? Ben, l'étude des faits empiriques est quand même éclairante. Regardez, l'agence Rhône Méditerranée-Corse, l'agence de l'eau, a confié l'étude sur l'avenir du Rhône, sur l'avenir du Rhône face au changement climatique, à BRL. Bon, BRL a certainement des compétences techniques très bonnes. C'est quand même la compagnie du baron Rhône-Languedoc qui opère un canal et un acheminement de l'eau du Rhône sur des centaines de kilomètres. Et maintenant, on voit comme solution mise en avant des méga-bassines dans l'Hérault qui seraient alimentées par l'eau du Rhône. Ben oui, c'est pour continuer à faire comme avant, même pire, puisqu'on va maintenant irriguer de la vigne qui n'était pas irriguée auparavant. Ça sera ça notre adaptation, soi-disant, au changement climatique. Et en même temps, bien, ça va être très bénéfique pour la compagnie qui était chargée d'étudier l'avenir de la rivière en question. C'est ça, des alliés au sens latourien. Et quelqu'un disait dans le chat, j'ai vu une très belle question sur quel État ou qui commencera une politique de sobriété. Mais on ne doit pas s'enfermer dans l'idée selon laquelle les États ont toujours été les formes d'organisation sociale dominantes. Elles l'ont été dans notre monde occidental à partir du XVe siècle. Et depuis le 11 septembre 2001, on observe vraiment un déclin de l'État en tant que forme d'organisation sociale dominante. Ça se voit même dans les COP. Par exemple, pourquoi il y a cette présence tellement importante de compagnies privées dans les COP. Et en fait, il est peut-être temps d'imaginer des modes de gouvernance qui sont beaucoup plus localisés et qui impliquent beaucoup plus les citoyens que dans les États modernes.
Mais ça, évidemment, c'est tout un programme. Yamina, vous pouvez prendre la parole. Alors moi, c'était plutôt pour répondre à Régis, à son invitation à se mettre autour d'une table pour discuter de la question du captage du carbone, etc. Moi, je serais ravie qu'on ait ce débat-là. Je regarde, je fais un travail sur les scénarios mondiaux, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis, on essaye de réfléchir. D'ailleurs, on a un atelier, pouvez y participer, il aura lieu à Paris, mais ça sera aussi en hybride, sur imaginer ce que pourrait être un nouveau framework pour les scénarios mondiaux de neutralité carbone alignés avec l'accord de Paris. Parmi les choses que j'ai découvertes en regardant les scénarios, il y a un vrai problème d'inégalité dans les scénarios. En fait, les scénarios, comme ils sont tous tirés, ils sont tous basés sur l'évolution du PIB. Et bien sûr, on imagine qu'en 2050, le PIB des États-Unis sera encore meilleur, beaucoup plus élevé que celui de l'Afrique, même s'il y aura plus de monde en Afrique qu'en Amérique du Nord. Et donc, du coup, l'accès aux services de la modernité n'est pas du tout le même dans les pays riches et dans les pays pauvres. En fait, les scénarios d'aujourd'hui maintiennent les inégalités dont on a hérité, qui sont du siècle dernier, en fait. C'était ça qui est ma première motivation. Et puis, c'est comme ça que j'ai regardé un petit peu. Quand j'ai regardé qu'il y avait des émissions négatives dans les pays du Sud, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Leurs émissions, même en 2050, elles seront de loin inférieures aux nôtres. Pourquoi aller les embêter avec cette histoire d'émissions négatives? Et j'ai regardé dans le détail, c'est pas forcément de la forêt, en fait, donc c'est sûrement des technologies qu'il y a derrière. Donc moi, je pense que ça serait vraiment bien d'avoir un débat sain là-dessus, parce que pour le moment, c'était enfermé dans la sphère des modélisateurs qui ne regardent pas la réalité du monde, en fait. Et puis, ça pose une véritable question géopolitique de gouvernance, de comment est-ce qu'on discute la gouvernance climat et la gouvernance des solutions à mettre en place. Donc, on pourrait faire ça sous l'égide de l'IRIS et ça serait vraiment bien que vous preniez le leadership. Donc, moi, je fais juste l'atelier sur les scénarios. Après, on pourra discuter de la suite. Bah ouais, je crois qu'on a un projet commun. On fixera une réunion pour se mettre au travail au plus vite. Alors moi, j'ai vu passer des petites questions à destination de Julie Trottier dans le chat. Il y avait donc notamment deux questions de points un peu plus précis. Donc d'une part, on vous invite, si vous le souhaitez, à donner un peu plus d'éléments de réponse sur, enfin en tout cas de réflexion sur le rôle que joue l'eau dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Donc, première question. Et donc, deuxième question, donc peut-être que vous les voyez. Vous parlez de coopération qui prédomine entre les États. Est-ce que vous considérez donc que les tensions entre l'Égypte et l'Éthiopie autour de la gestion des eaux du Nil est un épiphénomène? Voilà pour les deux petites questions auxquelles... Alors, pour la question pour l'eau en Israël-Palestine, beaucoup d'encre a coulé disant que l'occupation de 1967, que la guerre de 67 était une guerre pour l'eau, parce que Israël a pris le Golan, qui a été les sources d'eau du lac de Tibériade, où se trouvaient les sources d'eau du lac de Tibériade, a pris la Cisjordanie, qui est en amont du point de vue des aquifères israéliens, et a pris aussi le Sinaï, et a rendu le Sinaï, où il n'y avait pas d'eau, mais a gardé les autres territoires. Maintenant, tous les historiens qui se sont penchés sur les raisons qui ont poussé Israël à partir en guerre en 67, jamais il avait été question d'eau. Donc, non, ça n'a pas été une guerre qui était livrée pour l'eau. Par contre, du moment que l'occupation a commencé, des politiciens comme Raphaël Eitan, notamment, ont acheté des pages entières dans les journaux de publicité pour dire on ne peut pas rendre les territoires parce que nos enfants mourraient de soif si on le fait. Donc, c'est devenu un slogan pour perpétuer l'occupation après les fêtes, après avoir établi l'occupation. Et ce qu'on voit, c'est que maintenant, Israël est passé entièrement au dessalement d'eau de mer. 90% de l'eau au robinet à peu près en Israël vient du dessalement d'eau de mer et l'agriculture est réalisée avec la réutilisation des eaux usées traitées. Donc, on peut plus, les politiciens israéliens ne peuvent même plus utiliser l'excuse de l'eau pour maintenir l'occupation en Cisjordanie.
Et ce qui se passe, c'est que Israël livre 58% de l'eau que vous buvez dans une ville palestinienne, dans un village palestinien, 58% de l'eau domestique des Palestiniens, en fait, est livrée par Mekorot, la compagnie israélienne de l'eau nationale. Donc, à nouveau, là, dans un contexte de conflit malheureusement, les événements depuis samedi nous prouvent un contexte où il n'y a pas de paix, où le conflit est absolument pas réglé. On voit une coopération dans le domaine de l'eau. Alors, et quand on voit, par exemple, l'Égypte et l'Éthiopie, effectivement, il y a des tensions, tout à fait, et vous avez raison, il y a des tensions. Mais je ne l'ai pas encore vu, j'espère qu'on ne le verra jamais, de guerre ouverte entre l'Égypte et l'Éthiopie au sujet du Nil. Alors qu'on voit des guerres dans beaucoup d'autres théâtres. Et on a l'exemple, par exemple, du Pakistan et de l'Inde, 3 fois en guerre. Pendant même qu'ils étaient en guerre, ils continuent à respecter leur accord sur l'Indus. Et même Israël et la Jordanie, avant d'avoir signé leur traité de paix en 1994, ils coopéraient depuis des années à propos du Jourdain. Donc, effectivement, même dans des pays où il n'y a pas de paix, ni d'accord de paix, ni même de conditions paisibles entre États, on a quand même toujours de la coopération dans le domaine de l'eau. Je sais que cette semaine, maintenant, on a vu dans les journaux qu'Israël avait coupé l'eau, là je cite les journaux, coupé l'eau à Gaza. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, une toute petite partie de l'eau consommée à Gaza provient d'Israël. Ils avaient doublé la quantité d'eau qu'ils livraient, mais ça restait un faible pourcentage de la quantité d'eau consommée. L'essentiel de l'eau consommée dans la bande de Gaza vient de puits qui sont situés dans la bande de Gaza, ce qui cause énormément de problèmes de santé parce qu'on a de l'infiltration d'eau de mer dans des aquifères qui ont été surpompés. Et donc, couper l'électricité, c'est très grave parce que vous empêchez de désaliniser, non pas de l'eau de mer, mais l'eau de puits où l'eau est déjà très salinisée. Donc, ça peut causer un problème d'accès à l'eau parce qu'on ne pourra plus la désaliniser. Ce qui montre la limite des technofixes, des technosolutions d'ailleurs. Il vaut mieux respecter son aquifère, se mettre dans une situation où on entretient la santé de l'aquifère, comme ça on ne tombe pas dans une vulnérabilité pareille. D'ailleurs, beaucoup d'analystes de géopoliticiens récriait il y a 6 maintenant stations de dessalement d'eau de mer le long du littoral israélien. Beaucoup de géopoliticiens disaient, mais c'est 6 cibles extraordinaires pour des missiles en cas de conflit. Ça crée une vulnérabilité inédite. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop débordé du sujet. Mais... je ne dis pas qu'il n'y a pas de tension entre les États. Simplement, on n'a pas d'évidence empirique d'États qui partent en guerre pour l'eau. En fait, une journée de guerre, ça coûte très, très cher. Hein. C'est horrible de faire cette comptabilité-là, mais c'est beaucoup moins cher pour un État d'importer la même quantité en eau déviant que ce qu'il gagnerait plutôt que de livrer une guerre. Merci beaucoup, Julie. J'aurais une petite question pour Julia. Selon vous, que pourront faire les États et que seront-ils prêts à faire pour assurer leur sécurité dans la perspective d'un basculement, donc comme on l'a dit, dans un monde où les ressources sont épuisées, où il y a des vagues de chaleur, de l'insécurité montante, etc. Qu'est-ce que les États pourraient et seraient prêts à faire? Vaste question. La facilité, c'est de renvoyer aux travaux de l'Observatoire Défense et Climat parce que c'est l'objet de nos travaux. Donc, il y a un site avec tous les travaux, ils sont tous publics. Pour répondre de manière un peu plus complète, déjà, ça va dépendre des États. Ça va dépendre d'une part de la géographie, donc des ressources qui sont disponibles sur les territoires de ces États, des relations avec les voisins, puisque comme ça a été dit, c'est bien plus simple de signer un traité, un accord, de s'entendre sur des échanges que d'envisager une situation conflictuelle. Et puis, ça dépend aussi de la situation politique interne de ces États-là, du régime en place et du système économique. Pour les États dans lesquels le système économique s'appuie principalement sur le secteur primaire, donc sur l'agriculture, sur la pêche, il y a un lien direct entre la santé économique du pays et la santé des écosystèmes.
Donc évidemment, dans la situation qu'on a décrite, qui est celle d'une raréfaction des ressources parce que les écosystèmes sont directement vulnérables aux effets du changement climatique et à tout le reste, hein, à nos activités, aux pollutions, aux extinctions de certaines espèces, etc. Euh, Évidemment, pour ces États-là, les réactions vont pas du tout être les mêmes que pour les États qui s'appuient sur un secteur industriel qui va être plus vulnérable à la montée des eaux sur le territoire littoral pour tous les grands ports, etc., à l'augmentation des chaleurs qui peuvent créer des perturbations, des fonctionnements dans certaines usines. Donc, en fait, chaque État va répondre de manière très différenciée en fonction du système économique et des potentiels accords qui peuvent être mis en place avec des voisins ou avec des alliés un peu plus lointains. Ce qui est certain, c'est que, et c'est un peu ce que je disais en tout début de discussion, il va y avoir une différence entre les États qui ont anticipé, qui ont étudié les impacts du changement climatique sur leur territoire, sur leur économie, sur leur système sociopolitique, et puis les États qui n'ont pas pu faire ce travail, soit faute de volonté politique, soit faute de moyens, que ce soit en termes d'experts, que ce soit des moyens financiers, etc. Et les États qui seront les mieux préparés, eh ben, ils vont mettre en place une adaptation, ne serait-ce que partielle, de leur système. Cette adaptation, elle permettra d'éviter d'entrer dans des situations de conflictualité, alors que les États qui n'ont pas pu ou pas voulu anticiper ces changements, qui sont, encore une fois, documentés. Donc, on n'a pas besoin de consolider des données en plus, d'attendre qu'on dépasse une incertitude scientifique. Ce discours qui est on ne sait pas encore, ou on ne sait pas assez bien, ou il faut préciser les données. Non, en fait, on en sait suffisamment pour savoir que ça ne part pas dans la bonne direction. Donc, cette excuse, elle est plus valable aujourd'hui. On peut tout à fait travailler sur un plan d'adaptation à 10, 15, 20 ans sur la base des données scientifiques qui sont déjà produites. Et donc, les États qui ne se seront pas préparés, eux, ils vont faire face, alors je pense dans un premier temps, à des difficultés internes avec certaines populations qui vont devoir se déplacer, d'autres qui vont devoir renoncer à leurs moyens de subsistance, des industries qui vont faire face à des coupures d'électricité ou des conditions dans lesquelles elles ne peuvent plus continuer à opérer. Et puis ensuite, à des tensions à l'échelle internationale, parce qu'il suffit que dans une même zone, il y ait plusieurs États qui se retrouvent dans cette situation pour que la question de qui repose sur qui se pose. Parce qu'aujourd'hui, il y a un équilibre qui est un équilibre de flux, justement, une mondialisation assez exacerbée. Et donc, dès qu'il y a un grain de sable dans le grand système de la mondialisation et le changement climatique, qui est un énorme grain de sable, c'est une tempête de sable qui arrive, ça va se gripper et c'est là où les réactions politiques vont se faire sentir. Merci beaucoup, Julia. Je vous propose de traiter une dernière question. Donc, vous pouvez peut-être, ceux d'entre vous qui ont envie d'y répondre, prendre la parole, donc chacun à votre tour. Mais donc, il y a une question qui nous a été posée. Que pensez-vous de la théorie de la décroissance, défendue notamment par Timothée Parikh, comme moyen de répondre aux défis auxquels nous faisons face? Je ne sais pas qui veut commencer sur ce point. Je peux commencer sur ce point. Je peux y aller? Oui, avec grand plaisir. Alors en fait, moi quand j'ai regardé la littérature qui existe sur la sobriété, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de la littérature qui disait en gros que la sobriété allait conduire à la décroissance ou qu'on avait besoin de la décroissance pour avoir la sobriété ou l'inverse. Donc il y a une confusion dans la littérature scientifique entre sobriété et décroissance. Alors au niveau mondial, on ne sait pas si la sobriété va conduire à de la décroissance ou pas, pour une raison simple. Tous les scénarios mondiaux qui sont alignés avec l'accord de Paris du point de vue température sont des scénarios qui n'intègrent pas du tout la sobriété. Donc la réponse n'existe pas.
Au niveau de la France, on a la réponse grâce au scénario de l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'appelle l'Agence de la transition écologique. Et l'ADEME a développé 4 scénarios de transition pour la France. Et ils ne regardent pas juste la partie énergie, mais ils intègrent aussi les matériaux, la nourriture, etc. Et l'un de ces scénarios-là est un scénario qu'ils appellent Génération frugale. Et pour leur scénario, pour les 4 scénarios, ils ont fait une étude, l'OFCE, l'organisme où je suis aujourd'hui, donc l'Office français des conjonctures économiques, a fait une étude macroéconomique, une analyse macroéconomique de ces scénarios-là. Eh bien, ce que cette analyse montre, c'est que le scénario génération frugale ne va pas conduire à la décroissance en France si on considère que la décroissance, ça serait une baisse de PIB. Ça ne va pas conduire à une baisse de PIB parce qu'après, il y a des décroissants qui vont vous sortir une autre définition de la décroissance, qui vont dire la décroissance, ce n'est pas une baisse de PIB, mais la décroissance, c'est rester dans les limites planétaires, une définition très proche de celle de la sobriété, d'ailleurs que je n'avais pas vue avant. Euh, mais que j'ai vu après la publication du rapport du GIEC. Et donc, si on considère que la décroissance, c'est une baisse de PIB, les scénarios de l'ADEME montrent que pour la France, ça ne conduirait pas à une baisse de PIB. Il y a une légère baisse par rapport au scénario de référence de l'ordre de 0,2%, mais en fait, sur la période étudiée entre 2020, 2022 et 2050, mais ça ne conduirait pas à une récession de l'économie française. Voilà ce que je sais pour le moment voilà ce qu'on peut dire qui est documenté scientifiquement. Après, ce qu'il faudrait faire, c'est pour ça qu'on a cet atelier sur les scénarios. Il faut absolument que nous ayons un scénario mondial, un scénario d'abord européen, donc on essaye d'influencer la Commission européenne pour ça, qui intègre la sobriété. Il faudrait qu'on ait le travail que l'ADEME a fait pour la France, il faudrait qu'on le fasse faire au niveau européen et au niveau mondial. Et comme ça, on pourra parler sur des bases scientifiques claires et que les gens sachent de quoi ils parlent. Euh, voilà ce que j'en sais pour le moment. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir sur cette question de la décroissance? Je vais pas enlever la parole à Julia, si Julia ou Régis veulent parler. D'accord. Merci beaucoup, Yamina, pour ces précisions entre frugalité et décroissance. Une chose est certaine, si ça signifie consommer moins, c'est incontournable. Pour l'eau, en tout cas, je ne suis légitime que pour parler de l'eau, parce que si on ne consomme pas, nous, volontairement, moins d'eau, et il faut distinguer utiliser et consommer. On peut utiliser de l'eau sans la consommer. Le ver de terre, typiquement, il utilise l'eau, il ne la consomme pas. On ne la consomme que lorsqu'elle quitte la partie terrestre de son cycle, c'est-à-dire lorsqu'elle s'évapore ou lorsqu'elle est transpirée ou lorsqu'elle atteint la mer. Encore qu'elle n'est pas gaspillée lorsqu'elle atteint la mer. Et alors, si nous, on ne consomme pas moins l'eau, le cycle de l'eau lui-même nous forcera à consommer moins. Donc, on peut choisir de le faire d'une manière réfléchie, par exemple en changeant nos assolements. Il se trouve en France qu'on a beaucoup de maïs qui demande énormément d'eau en été, en juillet-août. En juillet-août, 82% de l'eau consommée en France, par exemple, c'est consommé par l'agriculture. Et on a par exemple des cahiers des charges pour le beurre Charentes-Poitou qui exigent que les vaches qui sont en stabulation mangent 50% de leur alimentation, ce soit du maïs. Donc on peut changer ces cahiers des charges pour faire baisser la demande en eau, surtout au moment où on est en période d'étiage. Donc on peut agir tout à fait pour limiter notre consommation sans pour autant mourir de soif ou mourir de faim ou vivre moins bien. Et on peut décider maintenant de faire ces choix-là et de continuer à bien vivre avec notre planète, ou on peut choisir d'avoir l'effet boomerang de notre planète qui va nous forcer à consommer moins. Dans le domaine de l'eau, ça c'est démontré. Juste un point peut-être, j'aime bien la précision que vous apportez, parce que soit on le décide, en fait, on est dans la phase où on peut encore décider. Mais cette phase-là, elle ne va pas durer. Cette période-là ne va pas durer longtemps. Alors, plus, moi, je regarde ça point de vue budget carbone, plus on avance dans le temps et on continue avec le même fonctionnement, plus cette possibilité de pouvoir décider démocratiquement se réduit, en fait. Et donc, ça sera la nature qui va nous l'imposer à nous et ça va être dur, quoi. Parce que ce n'est pas juste l'eau, c'est sur toutes les autres ressources naturelles et ça va être dur pour tout le monde.
Et on n'est pas du tout protégé parce que nous sommes dans un pays riche. En fait, la nature se contrefiche de notre PIB, du fait que nous soyons un pays du G7. La nature se contrefiche de ça. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Merci beaucoup, Yamina. On arrive malheureusement à la fin de la conférence. Je ne sais pas si Julia ou Régis, vous souhaitiez réagir sur cette question de la décroissance. Vous pouvez peut-être encore prendre voilà, 30 secondes. Un mot, oui, alors je vais pas répondre à la question sur la décroissance parce que c'est effectivement, je pense que la question peut plutôt se poser sur la sobriété. Donc je vais rebondir sur la distinction qui a été faite. Donc déjà, d'une part, on s'est effectivement posé la question et la réponse est que bien sûr, hein, la sobriété est une des voies de solution pour dépasser ces écueils au niveau international, que ce soit à la fois dans la gouvernance, parce que en fait, aujourd'hui, un des problèmes, c'est que tout le monde se regarde en chien de faïence en attendant de voir qui est le premier à agir, comme si la question du premier à agir était un risque énorme. Donc s'il y a effectivement des États qui agissent dans ce sens-là, eh ben, on peut parier sur le fait que l'observation va permettre aux autres États de se rendre compte qu'il n'y a pas de décroissance forcément avec la sobriété et que ça peut au contraire être un atout. Et pourquoi ça peut être un atout? Parce que se délier de certaines dépendances à des pays exportateurs de matières premières peut être un atout géopolitique, est un atout géopolitique. Et donc, cette question là aussi de gérer mieux nos ressources sur un territoire qui nous est donné et d'adapter nos modes de vie aux ressources dont nous disposons sur notre territoire, c'est aussi un moyen de ne pas alimenter un système international où l'interdépendance est vue comme un facteur de paix et dont on s'aperçoit aujourd'hui que c'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la mise en place d'un contexte de paix à l'échelle internationale. Merci beaucoup, Julia. Régis, un petit mot Ouais, encore? ouais, non, je veux pas trop alimenter le débat sur la décroissance qui serait beaucoup trop long, mais en tout cas, ça rejoint un petit peu ce que disait Julie tout à l'heure dans mon esprit, c'est-à-dire il y a peut-être une sorte de désaccoutumance vis-à-vis des États à faire maintenant une décentralisation, je sais pas comment l'appeler, mais en tout cas peut-être effectivement imaginer les économies de manière un peu plus locale, de les imaginer différemment et peut-être que ces mécanismes de croissance qui sont très liés à la puissance des États dans notre imaginaire et peut-être qu'on va réussir un petit peu à s'en désaccoutumer, même s'il ne faut pas être naïf évidemment. Aujourd'hui, les grandes régions, qu'on pense à l'Île-de-France, mais à plein d'autres aussi, c'est-à-dire enfin, les grandes métropoles ont aussi ces objectifs de croissance et donc il y a aussi au sein des territoires ces logiques qui se reproduisent, qui sont très puissantes. Donc voilà, mais voilà, c'est une réflexion comme ça, je sais pas quoi, je vous la livre, vous en faites ce que vous voulez. Merci Régis. On va pouvoir se quitter sur ces bonnes paroles. Merci à tous les quatre pour votre présence à cette visioconférence. Merci pour votre contribution au numéro géopolitique du basculement. Donc, à toutes les personnes qui nous suivent à distance, vous pourrez retrouver toutes les informations concernant ce numéro sur le site de l'IRIS. Et puis, on vous souhaite une excellente journée. On vous remercie encore d'être resté avec nous durant la pause déjeuner. Bonne journée à tous.